Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette deuxième semaine de 2024, la vie de l'Union revient sur trois sujets liés au numérique: le live entre Elon Musk et Alice Weidel, une condamnation pour non-respect de la confidentialité des données par la Commission, et la SNCF condamnée pour non-respect du RGPD, mais aussi sur la belle perspective concernant les taux d'intérêt européens. Dans le club des 27, l'Autriche s'apprête peut-être à avoir son premier chancelier d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne lance officiellement la campagne des législatives. La Grèce est condamnée par la CEDH pour refoulement. Le Danemark est menacé par les États-Unis pour le Groenland. L'Italie se rapproche de SpaceX et la Slovaquie menace l'Ukraine. Et chez nos chers voisins, le Royaume-Uni est lui aussi déstabilisé par Elon Musk et la Moldavie est à la croisée des chemins. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique. La Commission indique que l'interview Musk-Weidel pourrait influencer l'enquête sur X. D'après la Commission, l'interview ne contrevient pas en soi au droit européen, mais pourrait quand même influer sur son enquête sur le respect du DSA par X. La plateforme a déjà fait l'objet d'un rapport préliminaire dans lequel la Commission considère que X viole le Digital Service Act. Elon Musk a répété ses attaques à l'encontre du gouvernement allemand au lendemain de l'attentat de Magdebourg, puis le 28 décembre. Le vendredi 3 janvier, il a proposé un live avec Alice Weidel, candidate à la chancellerie pour l'AfD. L'interview pourrait enfreindre le DSA si le réseau social ne permet pas aux autres candidats de s'exprimer, mais aussi si X met en avant, de manière délibérée, le contenu d'Elon Musk, et il suffit d'avoir un compte X pour voir que les suggestions de posts sont essentiellement d'extrême droite. Le député européen Damian Bouzelager, du parti Volt, qui siège avec les Verts au Parlement européen, a rédigé une lettre ouverte à l'adresse d'Ena Virkkunen, la commissaire aux technologies, pour lui faire part de son inquiétude concernant X et la partialité d'Elon Musk sur son réseau social. Thierry Breton s'était plusieurs fois pris le bec avec Elon Musk concernant la mise en conformité de X au DSA. D'ailleurs, l'ancien commissaire européen a déclaré que cela donnait un avantage considérable à Alice Weidel d'avoir accès à une telle audience. La Commission européenne a rappelé qu'il n'y avait pas de décompte de temps de parole sur les réseaux sociaux, mais qu'il doit demeurer une certaine équité entre les candidats. Si X est condamné dans le cadre du DSA, il risque une amende équivalente à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Numérique encore, la Commission condamnée à 400 € de préjudice moral. Lors de la Convention sur l'avenir de l'Europe en 2022, un utilisateur, Thomas Bindel, avait remarqué que la Commission demandait l'utilisation de l'identifiant Facebook pour pouvoir entrer sur le site de la Convention. Thomas Bindel réclamait donc 1200 € pour deux violations, l'autre étant le recours à Amazon Web Services. Le recours a été rejeté parce qu'il ne concernait pas la Commission en soi. La CJUE a estimé que par l'exposition des données personnelles aux États-Unis au moyen d'un lien hypertexte, l'obligeant à se connecter via Facebook, pouvait constituer un préjudice moral. La Cour a donc estimé le préjudice à 400 €. Thomas Bindel s'est félicité du fait que ce jugement était le premier à donner droit à une réparation pécuniaire pour un manquement à la confidentialité des données. La Commission européenne a déclaré ne pas faire appel. Numérique toujours, la CJUE condamne la SNCF pour manquement au RGPD. Jeudi 9 janvier, la Cour de justice de l'Union européenne avait à rendre son arrêt concernant une plainte déposée par l'association Mousse, une association qui lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle. L'association requérante plaidait le fait que la SNCF, en demandant aux voyageurs de cocher la case Monsieur ou Madame, faisait une demande non nécessaire de données. La Cour a estimé que la SNCF ne se conformait pas au RGPD, qui dispose que la collecte de données doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées. La SNCF devra donc abandonner les mentions Monsieur ou Madame dans ses formulaires de réservation. Économie.
La chute de l'inflation pourrait pousser la BCE à baisser les taux. D'après Eurostat, l'Office statistique de l'Union, l'inflation est à 2,4% pour décembre contre 2,2% en novembre. L'inflation de base, c'est-à-dire sans les prix les plus volatiles, de l'énergie et de l'alimentation, se stabilise à 2,7% pour le quatrième mois consécutif. L'objectif des 2% d'inflation fixé par la Banque centrale européenne est presque rempli, ce qui devrait l'inciter à continuer la baisse des taux. Les taux d'intérêt sont passés de 4 à 3% en un an, avec la volonté de faire redémarrer la consommation, alors que les Européens avaient massivement épargné avec le début de la guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment la hausse des prix des énergies et en bout de chaîne des denrées alimentaires. Les analystes planchent sur une baisse d'un point pour atteindre les 2% d'ici l'automne. Si vous envisagez d'acheter une maison ou d'acquérir une voiture à crédit, attendez un peu si vous le pouvez. Passons désormais au club des 27. Autriche, le FPE pourrait bien mener le prochain gouvernement. Vendredi 3 janvier, le parti libéral NEOS claque la porte des négociations, mettant ainsi fin à 3 mois de négociations entre les 3 partis centristes, le Parti socialiste autrichien, le SPE, le Parti populaire autrichien, le VP, et le Parti libéral NEOS. Les raisons de la rupture: NEOS voulait une réforme des retraites, car le Parti libéral considère que le système risque le déficit dans les années à venir et souhaitait éviter toute hausse d'impôts. Mais le SPE et le VP, soucieux de ne pas faire fuir leur électorat senior, ne voulaient pas toucher à la retraite à 65 ans. Le SPE voulait une augmentation des impôts, c'était même la condition pour faire partie de la coalition. Face à l'intransigeance des deux grands partis, la présidente de NEOS, Beate Meinl-Reisinger, a préféré quitter les négociations. Face à l'impasse et au départ de NEOS, le chancelier sortant, Karl Nehammer, a démissionné du poste de formateur, mais aussi de la présidence de son parti, le VP. Alors qu'il avait déclaré ne pas souhaiter travailler avec le FPE si Herbert Kickl se présentait à la chancellerie, sa base et ses députés étaient beaucoup moins rigides quant à la possible collaboration avec le leader de l'extrême droite. À Nehammer succède le secrétaire général du parti, Christian Stocker, prêt à négocier avec le FPE. Il faut dire que le FPE est partenaire de l'EVP dans 4 des 9 Länder du pays, et le dernier résultat dans le land de Styrie, en novembre, a donné le FPE largement en tête. Sur l'immigration et l'économie, les deux partis sont proches, et plusieurs grands patrons proches du Parti populaire ont fait pression pour travailler avec l'extrême droite. Le président Alexander Van der Bellen, issu des Verts, farouche adversaire de Kickl, s'est vu contraint de nommer Herbert Kickl, formateur, à cause du nouveau positionnement de l'EVP, ouvert à une collaboration avec le FPE. La relation entre les deux est glaciale. Il faut dire que les derniers propos de Kickl à l'égard du président autrichien étaient pour le traiter de momie sénile. Mais Van der Bellen n'avait d'autre choix que de le nommer, au risque sinon de provoquer une crise politique. Lundi 6 janvier, le président a donc convié Herbert Kickl au Palais Hofburg, le palais présidentiel, pour le nommer formateur du gouvernement. Il est donc chargé de négocier avec le VP pour un contrat de coalition et la répartition des postes ministériels. Alexander Van der Bellen a demandé le respect de l'état de droit, de la liberté de la presse et de l'appartenance de l'Autriche à l'Union européenne aux deux parties. Mais qui est Herbert Kickl? Président du FPE, il en a été longtemps l'idéologue. Historien et philosophe de formation, il faisait partie des conseillers proches de Jörg Haider, le premier leader du FPE à avoir amené le parti au gouvernement comme partenaire minoritaire de l'EVP en 1999. Lors de la seconde coalition du FPE avec le VP de Sebastian Kurz, il est le deuxième homme du FPE derrière le vice-chancelier Heinz Christian Strache, en étant alors le ministre de l'Intérieur. Lors de son passage, les services de renseignement autrichiens ont été exclus du club de Berne, cercle informel d'échange d'informations entre services de renseignement européens, car ces services étaient suspectés
d'être complètement infiltré par la Russie. La chute de Strache avec l'Ibizagate renvoie le FPE dans l'opposition en 2019. Ces dernières années, il a surfé sur la vague anti-vax lors du Covid, s'est rapproché des théoriciens identitaires prônant la remigration des Autrichiens d'origine étrangère et est fondamentalement climato-sceptique. Il défend aussi l'abandon de sanctions à l'égard de la Russie. Aussi, il n'hésite pas à utiliser la rhétorique du Troisième Reich. En 2018, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, il voulait, je cite, concentrer les réfugiés dans des centres spéciaux. Et lors de la dernière campagne des législatives, il a déclaré vouloir être un Volkskanzler, un chancelier du peuple, terme inventé par Goebbels. Les négociations entre FPE et EVP ont commencé vendredi 10 janvier. 25 000 manifestants étaient devant la chancellerie et criaient des slogans comme Nazi House, les nazis dehors. L'Autriche pourrait avoir un chancelier d'extrême droite pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le FPE n'a jamais renié son passé, formé en 1956 par d'anciens SS. L'EVP justifie son changement de doctrine par le respect des urnes et parce qu'il pense que le FPE sera obligé de faire des concessions sur son discours pour former une coalition. Les deux partis ne sont pas d'accord sur l'Ukraine et l'Union européenne. Aussi, l'impossibilité pour l'EVP de trouver un accord avec les socialistes et les libéraux fait craindre la même chose en Allemagne, bien que Merz se soit dit opposé à une alliance avec l'AfD. La CDU n'a jamais paru aussi loin du SPD qu'aujourd'hui. Allemagne, la campagne des législatives officiellement lancée. C'est officiel, la campagne a démarré le lundi 6 janvier. Même si, à l'évidence, le départ des libéraux du FDP du gouvernement avait déjà lancé les hostilités. Mais là, la campagne a commencé de manière formelle. Sans surprise, l'immigration fait partie des sujets phares. Alors que les principaux partis, la CDU, le SPD, les Verts et les libéraux, avaient convenu de ne pas aborder le sujet pour éviter de faire le lit de l'AfD, l'année 2024 a été émaillée d'attentats, avec Mannheim, Solingen et Magdebourg, rendant le sujet inévitable. Le SPD, toujours au gouvernement, s'enorgueillit des chiffres et veut prouver que les efforts sont faits. Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs félicité les forces de l'ordre sur les interpellations de passeurs et les expulsions de demandeurs d'asile délinquants. Elle a aussi annoncé la prolongation des contrôles aux frontières pour 6 mois de plus. Elle assure que le gouvernement réévalue le risque des retours en Syrie et veut mettre en place des incitations au retour. Pour celles et ceux qui voudraient rester, il faudra prouver une bonne maîtrise de la langue et d'avoir un emploi et un logement stable. Côté CDU, Friedrich Merz propose la déchéance de nationalité pour les binationaux délinquants, ce qui paraît aller à l'encontre de la loi fondamentale, la Constitution allemande. Il reproche à beaucoup de personnes de garder la binationalité. Mais dans les faits, Hannah Arendt le disait déjà en son temps, la citoyenneté apporte beaucoup plus de droits que n'importe quel autre statut. L'AfD, de son côté, avait été prise la main dans le sac par le magazine d'investigation corrective à l'automne 2023 avec des théoriciens autrichiens identitaires adeptes de la remigration. Pour la défense, la déclaration de Donald Trump concernant la contribution à l'OTAN n'a pas fait d'heureux en Allemagne. Il requiert une contribution de 5% du PIB par an. Lors de son premier mandat, il demandait aux États membres de respecter la règle des 2%, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait déclaré que les États membres devaient viser les 4% pour s'assurer de leur sécurité face à la menace russe. Une règle des 2% enfin respectée grâce au plan de 100 milliards d'euros sur la période 2022-2027 d'Olaf Scholz. Mais les 100 milliards sont quasiment épuisés et se pose la question pour la suite. Le candidat des Verts, Robert Habeck, milite pour une contribution de 3,5%.
Le SPD ne veut pas de surenchère et Olaf Scholz essaye de revenir sur une ligne plus pacifiste pour plaire à sa base. Le FDP et la CDU veulent que l'Allemagne en fasse plus, mais ne veulent pas endetter le pays pour ça, et ils demanderont des efforts aux Allemands par ailleurs. Dernier élément d'ampleur dans la campagne, le live d'Elon Musk avec la candidate à la chancellerie pour l'AfD, Alice Weidel. Il ne cessait de l'encenser depuis le lendemain de l'attentat de Magdebourg, mais l'opportunité de la propulser est tombée un peu à plat. Alice Weidel n'a pas vraiment maîtrisé son anglais, ayant quelques difficultés à trouver les bons termes. Elon Musk l'a désignée comme probable future chancelière, alors que l'AfD stagne à 20% des intentions de vote depuis des mois, loin des 32% de la CDU. Alice Weidel n'a pris aucun risque en parlant de vouloir revenir au nucléaire, de parler de la sortie de l'UE, de parler d'immigration et de liberté d'expression. Certains spectateurs lui ont reproché de ne pas parler de remigration. Elle a déclaré qu'Adolf Hitler était communiste, un écran de fumée pour se distancer de ses racines, ce qui ne trompe personne. L'échange manquait de fluidité. Musk a écorché le nom de Weidel plusieurs fois, puis a même loué le système éducatif allemand après que Weidel en ait fait une critique virulente. Le manque de complicité entre les deux transparaissait. Une opportunité qui a été jugée ratée pour de très nombreux observateurs en Allemagne, qui devraient cramponner Weidel au statut d'outsider. Grèce. La CEDH condamne le pays pour refoulement systémique. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Grèce pour une affaire qui remontait à 2019. Une ressortissante turque avait rejoint la Grèce par voie maritime en mai 2019. Elle a été arrêtée à Néavissa, dans la région d'Evros. Elle s'apprêtait à rencontrer un avocat pour déposer une demande de protection internationale. Malgré ses demandes répétées pour demander l'asile jusqu'au poste frontière, les policiers ne veulent rien savoir. Des hommes masqués la forcent, avec plusieurs autres personnes, à embarquer sur un canot gonflable, direction la Turquie. La Turquie l'interpelle à son arrivée, puisqu'elle était accusée de faire partie de la confrérie de Fethullah Gülen, prédicateur, ancien ami d'Erdogan, devenu adversaire politique, qui aurait fomenté la tentative de coup d'État en 2016. Elle a été condamnée à 6 ans et 3 mois de prison. La Cour reproche à la Grèce de ne pas avoir évalué les risques, mais surtout de ne pas avoir respecté le droit international qui interdit le refoulement, mais aussi le non-respect de la Convention de Genève sur le droit des réfugiés. Pire, elle indique qu'il y a des indices sérieux de refoulement systématique par les autorités grecques. Une pratique qui semble systématique à toutes les frontières extérieures de l'UE. La Grèce a été condamnée à réparer le dommage moral de la plaignante à hauteur de 20 000 euros. Cet arrêt est un précédent important puisque la CEDH doit rendre une cinquantaine d'arrêts sur des cas similaires sur l'année 2025. Danemark. Donald Trump menace le pays sur le Groenland. Mardi 7 janvier, Donald Trump tenait une conférence de presse où il a tenu des propos assez durs à l'encontre du Danemark. Dans le même temps, son fils aîné, Donald Trump Jr., s'est rendu à Nuuk, la capitale du Groenland, pour ce qu'il qualifie de voyage touristique, accompagné d'une délégation et notamment de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk. Depuis quelques années, Donald Trump a évoqué l'hypothèse de rattacher le Groenland aux États-Unis pour assurer la sécurité des États-Unis contre d'éventuels missiles balistiques venus d'Eurasie. Si farfelu que puisse sembler la position du président élu, ce n'est pas une première, puisque le président Truman, en 1946, avait offert 100 millions de dollars au Danemark, une proposition refusée à l'époque. Il ne faut pas oublier non plus que le Groenland est proche de l'Arctique et qu'avec la fonte des glaces, les ressources sous-marines pourraient devenir exploitables et l'absence de glace permettrait de relier l'Atlantique et le Pacifique beaucoup plus rapidement, un accélérateur de business incroyable. Sans oublier que le Groenland dispose d'hydrocarbures, d'un énorme vivier de pêche et de terres rares, très recherchés pour les produits électroménagers et les voitures électriques.
Mais le grief principal de Trump à l'égard du Danemark, c'est que le Danemark ne dépense pas assez pour la sécurité du Groenland. Hasard du calendrier ou pas, on ne sait pas, le Danemark a débloqué 1,5 milliard d'euros pour la défense du Groenland. Pour rappel, le Groenland est un territoire danois depuis le début du XIXe siècle. Il appartenait depuis le XIIIe siècle à la Norvège. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Groenland a gagné en autonomie, se permettant même de sortir de la communauté économique européenne par référendum en 1982. Donald Trump, lorsqu'on lui a posé la question de l'intervention militaire ou de la guerre économique à l'encontre du Danemark, il a dit n'écarter aucune option, une menace jamais vue à l'encontre d'un allié de l'OTAN. Le Danemark faisant partie du marché unique, tous les États membres sont tenus pour solidaires en cas de frais de douane supplémentaires à l'encontre d'un de leurs membres. Le Danemark se dit serein concernant les dits frais de douane, l'essentiel de ses biens et services étant déjà produits sur le sol américain. L'impact de telles sanctions ne serait que minime, d'après la première ministre, Mette Frederiksen. Elle a par ailleurs rappelé que le Danemark n'avait pas la compétence de vendre un de ses territoires et que cela relève du droit des Groenlandais à disposer d'eux-mêmes. Le Premier ministre groenlandais, Mette Hagede, rappelle que l'île appartient aux Groenlandais et que si on veut s'intéresser à l'île, il faut qu'on passe par lui. Il dénonce le manque de respect fait à ses habitants par de telles déclarations. Italie. Les discussions avec SpaceX pour Starlink créent la polémique. Je vous en parlais il y a quelques semaines. La commission signait un contrat avec le consortium The Exploration Company pour la mise en place de la constellation de satellites de communication sécurisée IRIS-2. Mais cela fait des mois que la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, ne fait que louer les réussites d'Elon Musk. La rumeur court depuis quelques semaines que le gouvernement italien serait en pourparlers avec SpaceX pour un contrat concernant Starlink. Elle a confirmé les pourparlers, mais pas l'accord. Même si on peut comprendre l'intérêt stratégique de pouvoir disposer d'une communication sécurisée pour les forces armées en Méditerranée, on comprend un peu moins le fait de choisir un concurrent du projet européen qui fait perdre en souveraineté et menace potentiellement des emplois italiens. Le contrat avec Starlink est estimé à 1,5 milliard d'euros. Celui pour IRIS-2 est estimé à 10,6 milliards d'euros, répartis entre les 27. L'Italie disposera même de 3 centres de contrôle sur son territoire pour IRIS-2. Même s'il semble évident que Meloni cherche à démontrer sa loyauté envers Elon Musk, est-ce que cela nécessite de partager avec un acteur privé non européen des données aussi sensibles que des données militaires? Surtout que la principale motivation est de pouvoir justifier la dépense des fonds du plan de relance post-Covid Next Generation EU. Alors oui, IRIS-2 ne sera pas opérationnel avant 2030, voire 2032. Mais est-ce que cela justifie vraiment de s'engager dans un contrat qui engendre une dépense énorme au moment où l'Italie est déjà en procédure de déficit excessif, justement pour éviter de perdre des fonds européens? Un tel contrat affaiblirait la portée d'IRIS-2 et pourrait même remettre en question l'entièreté du projet. SpaceX est déjà en conflit avec l'opérateur télécom italien TIM pour la couverture en haut débit de l'ensemble de l'Italie. Slovaquie. Le pays menace l'Ukraine si le transit de gaz russe ne reprend pas. Début janvier, Robert Fico s'était enregistré dans sa suite de luxe à l'hôtel Capella, à Hanoï, au Vietnam, un hôtel 5 étoiles, où il accusait Volodymyr Zelensky de sabotage et de vouloir plomber les finances publiques de la Slovaquie, alors que lui a dormi dans une suite à près de 6 000 € la nuit. Son allié, le parti Hlas SD, voulait rediscuter de la fin du transit de gaz par l'Ukraine avec les partenaires de coalition. Mécaniquement, la fin du transit de gaz par l'Ukraine depuis le 1er janvier augmente le prix du gaz et par effet domino, le prix des denrées alimentaires. Une médiation sous l'égide de l'UE était prévue entre Slovaquie et Ukraine le 9 janvier, annulée à la dernière minute par les Ukrainiens, pas forcément enthousiasmés par la communication slovaque.
La Slovaquie demande la reprise du transit ou un dédommagement de 500 millions d'euros de la part de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accuse Robert Fico d'ouvrir un deuxième front ukrainien à l'ouest au nom de Poutine. Robert Fico menace même de suspendre le transfert d'électricité à l'Ukraine en cas de panne causée par les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Dernière menace importante, Robert Fico a annoncé qu'il mettrait son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE si l'Ukraine ne rétablissait pas le transit de gaz. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni, Elon Musk attaque Keir Starmer. Dans son entreprise de déstabilisation des Européens, Elon Musk est intervenu dans le débat britannique en accusant directement le Premier ministre Keir Starmer d'avoir laissé faire des groupes pédocriminels agir en toute impunité alors qu'il était procureur général en charge des poursuites entre 2008 et 2013. Mais revenons sur les affaires. Entre 1997 et 2013, des gangs pédocriminels droguaient, exploitaient et faisaient se prostituer des jeunes filles dans la région de Rotherham, dans le nord-ouest de l'Angleterre, région qui souffre de la désindustrialisation et de la pauvreté. 1400 jeunes filles environ ont été ainsi victimes pendant 16 ans de plusieurs gangs. L'opération Stovewood en 2013 a permis de condamner très lourdement les responsables. Keir Starmer avait d'ailleurs autorisé les poursuites contre le gang de Rockdale. Le scandale a été dévoilé il y a plus de 10 ans. Il a même fait l'objet d'un rapport de la Chambre des communes en 2015, commandé par la ministre de l'Intérieur de l'époque, Theresa May. Mais Elon Musk reprend un des sujets favoris de l'extrême droite qui ressort l'affaire pour tenter de prouver un complot fomenté par les médias et le Parti travailliste pour couvrir les gangs. L'influenceur d'extrême droite et hooligan Tommy Robinson, qui a fondé plusieurs mouvements White Power comme le British National Party et l'English Defence League, déjà pointé du doigt pour avoir déclenché les émeutes de l'été dernier, bien aidé par X et Elon Musk, est celui qui a remis le sujet sur la table récemment, malgré son incarcération pour outrage au tribunal. Robinson, islamophobe notoire, pointe du doigt la nationalité pakistanaise de la majorité des criminels impliqués. Elon Musk y a vu une opportunité d'affaiblir un autre gouvernement en place après s'en être pris à l'Allemagne. Avec sa milice de supporters sur X, Keir Starmer et sa secrétaire d'État aux victimes de violences faites aux femmes, Jess Phillips, ont été harcelés en ligne. Jess Phillips a même été mise sous protection renforcée et est désormais interdite de sortir seule de chez elle. L'extrême droite veut rouvrir les enquêtes en espérant pouvoir prouver la responsabilité politique des travaillistes et de Starmer en particulier. Nigel Farage, lui aussi en lien avec Musk pour obtenir 100 millions de dollars pour son parti Reform UK, s'est vu rejeté par Musk qui considère qu'il n'a pas la carrure d'un leader. Certainement pour le faire revenir sur ses propos, où il a trouvé Tommy Robinson trop extrême. Jess Phillips a vu 7 des victimes déclarer leur soutien à son égard. Une énième preuve qu'Elon Musk veut fracturer les opinions publiques pour placer ses pions en Europe. Mais rappelons-le, il n'aura qu'un poste de conseiller à l'efficience bureaucratique auprès de Trump et aucune responsabilité formelle dans la nouvelle administration. Moldavie, la fin du gaz russe, un enjeu géopolitique. Je vous en parlais il y a quelques semaines, la Moldavie a déclaré l'état d'urgence énergétique suite à la rupture brutale du contrat de Gazprom, qui reproche au pays une dette dont la Moldavie ne reconnaît pas le montant. Que ce soit la Russie ou la Moldavie, les deux voient une opportunité dans la situation. Même si le gaz et l'électricité coûtent plus cher quand elle vient de Roumanie, elle permet de compenser la fin du transit de gaz vers la centrale de Kuchurgan, qui représente les 2 tiers de la production moldave d'électricité. Les Moldaves pourront se chauffer et s'éclairer cet hiver. Le gouvernement moldave a promis de subventionner les factures des Moldaves de 25% pour rendre le plus supportable possible l'augmentation des prix, en espérant que l'aide européenne puisse suffire pour cela. Côté Transnistrie, Tiraspol, la capitale de l'administration sécessionniste,
refuse la main tendue par Chisinau. Vadim Krasnoselski, le président de la Transnistrie, demande la reprise du transfert de gaz russe. Et pour cela, il préfère priver ses 76 000 citoyens de gaz et d'électricité, à qui il a demandé de s'adapter aux coupures planifiées et de se chauffer au bois en attendant, plutôt que de répondre favorablement à l'aide de la Moldavie, qui lui a proposé des générateurs de secours et de lui acheter du gaz. La dépendance de la Transnistrie au gaz n'a aucune explication rationnelle, sinon que le Kremlin fait pression pour accuser Chisinau de mettre en difficulté les Transnistriens. À travers cette crise, la Moldavie espère faire revenir la Transnistrie dans le giron moldave, alors que la Russie espère influencer l'opinion publique moldave en augmentant artificiellement les prix de l'énergie et en faisant monter la colère concernant le pouvoir d'achat en Moldavie, en amont des législatives qui auront lieu cet été. Voilà, c'est ainsi que s'achève la deuxième semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.